Il a sorti son nouvel album Like a Ghost Again il y a quelques semaines à peine. Il sera sur la scène du Ferrailleur à Nantes ce samedi, le 1er avril. Le Rennais Alan Corbel est notre invité ce soir dans le 17-19. Bonjour. Bonjour à tous. Like a Ghost Again, je le disais, c'est votre deuxième album. Si on parle de pop folk un peu ténébreuse, est-ce que ça convient ? Ça me paraît plutôt pas mal, ma foi. Alors après, c'est sûr que sur scène, on essaie d'amener les gens vers des choses un peu plus rock, histoire que nous aussi, on s'amuse un peu sur scène. Mais je pense que pour décrire l'album, ça convient. C'est assez pertinent. Bon, c'est pas mal. On check une case déjà. L'album se compose de 10 titres. Tu en es l'auteur, compositeur et interprète. 10 titres en anglais. Une langue qui, finalement, s'est installée assez naturellement puisque tu as passé quelques années en Angleterre. Hein. Ouais, voilà. Ouais, dès mon plus jeune âge, je passais beaucoup de temps là-bas. C'est une langue que j'ai beaucoup pratiquée, étudiée étant jeune. Et puis, dès l'âge de 17 ans, j'ai décidé de partir vivre en Angleterre. Pour apprendre un métier que je ne pratique plus puisque j'ai commencé à faire de la musique. Qui est la lutherie. C'est ça. Ouais. C'est quand même, il y a pas trop de hasard non plus. Non, ça m'a clairement amené vers ce que je fais aujourd'hui. Et d'ailleurs, d'où la présence, surtout sur le premier album, de cordes et de quatuors à cordes. D'arrangements. Il y en a aussi là, quelques-uns. Il y en a un petit peu. On est parti. Il y a beaucoup plus de claviers synthétiques et aussi de piano, mais le premier album, il était vraiment empreint de cette note. Je vais pas dire classique, mais il y avait des arrangements travaillés avec Bertrand Belin d'ailleurs, qui étaient très comme ça, oui, un peu musique classique, un peu musique romantique. Le quatuor à cordes, tel qu'on peut le retrouver aussi dans la pop folk très souvent. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Quelqu'un comme Nick Drake est vraiment pour moi une claire influence. Et je suis vraiment un grand fan et c'est toujours des arrangements très soignés, très élégants, assez fins en fait. D'ailleurs, on redécouvre parfois avec une écoute au casque d'un album, chose que je fais rarement, mais de temps en temps. Et j'ai même redécouvert les propres arrangements qu'on avait fait avec Bertrand Belin en réécoutant au casque. Ah, tiens, je me rappelais pas de celui-là. Il y a des petites notes comme ça, des petites choses qui ressortent. Puisque tu parles d'influence, je m'engouffre un peu dans la brèche. Tu as cité Nick Drake. On a du mal à ne pas penser aussi à Elliott Smith, à quelqu'un comme Jeff Buckley aussi. Ouais, c'est vraiment des choses que j'assume complètement, même si je passe pas mon temps à les écouter. Ça a eu un impact clair sur mon écriture le jour où j'ai découvert ces gens-là. Disons que le jour où je les ai découverts, j'ai pas pu m'empêcher de tout écouter, ce qu'ils avaient fait. Ça arrive souvent. Hein. pour pouvoir vraiment digérer la chose. Et non, ça permet de passer à d'autres choses après, mais c'est des réelles influences. Quand tu parles de l'écriture, c'est plutôt sur l'écriture des textes ou c'est aussi sur l'écriture musicale ? Alors, je pense que ça va peut-être être plus sur le travail de la voix et l'écriture musicale. Sur l'écriture des textes, j'ai gardé la même façon d'écrire que celle que j'avais en français ou que j'ai quand j'écris de la poésie en français. Et à la limite, à ce moment-là, ça pourrait peut-être être plus inspiré de songwriters plus, on va dire, vraiment qui ne chantent entre guillemets que des textes, même si la mélodie a de l'importance, mais il y a des gens comme Leonard Cohen ou Bob Dylan le texte prend tout, voilà, presque. Quoi. Exactement, c'est-à-dire que ça reste des grands musiciens, mais on pourrait presque enlever la musique et écouter ça comme un poème ou une nouvelle, et tout a un sens. Quoi. J'ai jamais voulu utiliser le texte comme quelque chose d'uniquement musical, et pour sa sonorité, pour moi, ça doit vraiment raconter quelque chose. On est dans des chansons, vraiment, aussi. Ouais, c'est à chaque fois une petite balade, et balade dans le sens musical, mais aussi dans le sens où il y a une réelle promenade qui va vers quelque part. Alors parfois on se perd à la fin, mais ça raconte quelque chose, quoi. Un personnage, un lieu. Tu parles de personnages justement, je crois que ça a beaucoup joué dans l'écriture des textes de ce nouvel album. Tu t'es glissé dans la peau de personnages ou est-ce que c'est de l'autobiographie ou pas ? Il y a toujours une part d'autobiographie, ça c'est sûr, mais contrairement au premier album qui était vraiment
Alors, je vais pas qui dire était centré dédié sur aussi. moi, mais il était dédié à Swazig avec qui je partageais la scène avant. Et donc, il était complètement pris dans cette émotion qui était liée à la perte de cette personne. Donc, c'est un, c'est un album. D'ailleurs, là où je suis content, c'est que ça aurait pu être on va dire un album un peu lourd à digérer, puisque ça reste la mort de quelqu'un qui plane là-dessus. Mais je crois qu'il est juste mélancolique et finalement assez facile à entendre et à écouter. Là, sur ce nouvel album, c'est sûr que je me suis plus mis dans la peau de d'autres personnes. Ça pouvait partir d'un sentiment qui m'était propre, mais j'avais vraiment cette envie d'ouverture. Et donc, voilà, ça peut raconter l'histoire d'un mari qui parle à sa femme et qui a aimé un homme, voilà, de quelqu'un qui a envie de quitter New York. J'ai jamais vécu à New York, sur That City, même si je cite pas la ville. Oui. C'est un titre que j'ai écrit à New York et qui raconte ça, alors que j'y suis resté 3 semaines. Mais voilà. Mais c'est toute la puissance aussi et la force d'évocation. On cherche ça aussi, j'imagine, quand on écrit une chanson. Oui, bien sûr. Et puis voilà, comme n'importe quel. J'ai pas la prétention, on va dire, de pouvoir écrire un roman ou autre, mais j'imagine que c'est la même chose quand on écrit un livre. On part d'une sensation, d'un sentiment, mais arrive un moment où il faut voilà, se détacher puis se projeter et se dire. Je pense que si tout le monde faisait des choses autobiographiques, réalisateur de films, auteur, écrivain, passer le premier, Ouais. qui peut être une magnifique surprise, je pense qu'arriver au deuxième, on s'embêterait sérieusement. Tu as commencé à en parler un petit peu, Alan, en citant Bertrand Belin. Il y a quelques personnalités comme ça de la musique tout au long de ton parcours. On va citer Edith Fambuena des Valentins, notamment à la réalisation du premier EP en 2009. Bertrand Belin, donc, pour le premier album, Dead Man Chronicles, en 2012, sur un label créé par Manu Katché. C'est pas rien quand même. Quelques premières parties aussi, Pete Doherty, Yodelis, J.J. Johnson. Et là, sur le dernier album, il y a des pianos d'Albin de la Simone. Ouais. Comment s'est fait la rencontre ? Et ben comme pour toutes ces personnes que vous avez citées, j'ai eu du bol. Non, j'ai eu de la chance d'être toujours plus ou moins, on va dire, bien accompagné à mes débuts par une éditrice, Catherine Cuny, qui est restée une amie très proche et qui a cette façon intelligente de s'occuper des artistes, c'est-à-dire de les emmener vers là où ils veulent aller et pas vers là où elle a l'idée d'aller, ou le label, ou autre. Et donc, à chaque fois que j'ai voulu rencontrer quelqu'un, elle s'est débrouillée pour que je le rencontre. Donc, ça a été le cas de Bertrand Belin. Ça aide un peu. Voilà, de Miosek. Enfin, c'était purement improbable, mais ah tiens, j'écoute beaucoup ce mec-là en ce moment. Tu crois qu'il y aurait moyen de boire un café? Ah ouais, ok. Ça s'est toujours passé comme ça, c'était assez surprenant. Bon, c'est avéré qu'après, il fallait quand même apprivoiser ces bestiaux Au-delà de ça, quand on travaille avec et quelqu'un, les séduire, parce que c'est des gens qui sont suffisamment demandés pour refuser de travailler avec vous juste parce qu'ils n'ont pas le temps. Et puis, on va dire que c'est pas grâce à moi qu'ils ont, entre guillemets, fait fortune. Donc, ils le faisaient vraiment parce qu'il y avait de la sympathie pour moi, et puis parce qu'ils avaient apprécié ma musique. Pour Albin de la Simone, c'est un peu de la même manière. En fait, c'est dès le premier album où on avait un titre piano-voix, et je réfléchissais à un pianiste que j'aimais pour jouer sur ce titre. Et donc, en fait, voilà, je me suis pas mis de barrière. Je me suis dit, bon, on a eu Bertrand Belin, pourquoi on n'aurait pas Albin de la Simone? Et après écoute, Albin était tout à fait partant pour faire le titre. Et ça m'a permis de faire cette rencontre, qui est une rencontre particulière, parce que c'est quelqu'un de très simple, ouvert. C'est vraiment quelqu'un qui est plein de gentillesse, quoi. Ça paraît un peu couillon tout ce que je dis là, mais ça m'a pas paru. C'est pas que bisounours. Hein, Non, ouais. non, il y a eu des rencontres plus compliquées, mais on va dire qu'il y a des gens comme ça. Jean-Baptiste Brune, avec qui je travaille, qui fait toute la technique sur mes albums, et là qui s'est impliqué dans la réalisation du dernier. Et Albin, c'est vraiment des rencontres. Voilà quoi, c'est que de la gentillesse, des mecs cool, aussi avec des grandes gueules, hein, et puis des avis tranchés, mais qui sont pleins de. Voilà, qui sont là quand vous avez besoin d'eux. Là, sur ce nouvel album, je me suis lancé dans la production indépendante, j'ai créé ma structure. Donc, Qui s'appelle Megalux. Megalux Production. Donc clin d'œil aussi au duo, ouais, que j'avais avec Swazig. Et voilà, c'est dans ces moments-là où on a besoin de ces copains-là
pour nous soutenir. Et puis effectivement, comme vous disiez, c'est pas rien d'avoir Albin de la Simone sur son disque. En plus de son talent artistique, moi, je crois vraiment à ça. Il y a un impact quand on a quelques noms comme ça qui nous accompagnent. Ça peut aider. Ça peut aider. On va parler de la scène aussi, quand même, c'est important. Vous en avez déjà fait beaucoup. Il y en a quelques-unes qui ressortent du lot. Je pense notamment aux Vieilles Charrues l'an dernier. Qu'est-ce qu'on garde comme impression après un live devant, je crois que c'est 15 ou 20 000 personnes? Ouais, 20 000 apparemment. Comme je disais hier, je pense que les 50 000 autres étaient partis boire une bière. Mais... c'est pas mal déjà. Non, c'était incroyable. En plus, c'était sur la scène Graal, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Non, c'était vraiment incroyable. Je m'attendais pas à avoir autant de monde. Justement, je pensais être un peu un lieu de passage entre la grande scène et l'autre. Finalement, on s'est retrouvé avec des gens qui attendaient le concert une demi-heure avant, alors que d'autres artistes jouaient sur les autres scènes. C'était impressionnant, mais étonnamment, ça a été impressionnant 10 secondes, et puis après, ça a été très simple. Il faisait chaud, il faisait beau, c'était cool. Ça donne envie d'en faire d'autres? Ça donne envie d'en faire d'autres. On a un équivalent suisse qui nous arrive l'été prochain et qu'on n'a pas le droit d'annoncer. Ok, je l'ai pas dit. On n'en dira pas plus, d'accord. Les prochaines dates là, dans l'immédiat, c'est donc au Café de la Danse à Paris et puis au Ferrailleur samedi, ce 1er avril. Quelle formation pour le concert? Eh bien, depuis les Vieilles Charrues, on a cette formation assez rock avec Pierre Marolo, qui était batteur de For Damage, Fat Supper, qui a un CV assez marrant parce qu'il est soit dans des groupes très folk, très, très acoustique, soit dans des trucs qui tapent dur, donc j'aimais bien cette idée. Il y a Alex Kochenek à la basse qui jouait dans Cat Jazz. Je fais le petit CV en même temps. Et la pub pour leurs groupes respectifs. Mais c'est bien, c'est bien. Et puis Pierre Marais qui joue du clavier et des guitares et qui lui joue dans Lady Jane et dans Mermont. Mermont qui sort bientôt un nouvel album d'ailleurs qui va être jusqu'au bout, hein, les promos des copains. Voilà, donc non, c'est une formation là qu'on garde parce qu'on a vraiment monté un set assez punchy rock pour les Vieilles Charrues. Alors ça reste du Alan Corbell avec ses petits moments intimistes et d'émotion, mais aussi des moments où ça bastonne un peu plus, où nous ça nous permet d'extérioriser des choses en tout cas pour ma part, que je faisais pas avant sur scène. Là c'est vraiment un plaisir de pouvoir le faire. Donc on va garder ce noyau là. Et puis alors pour le Café de la Danse, Albin de la Simone va nous rejoindre sur scène. Ça va être la petite cerise sur le gâteau. Et donc voilà, pour le Ferrailleur, malheureusement, Albin n'a pas voulu venir. D'accord. Il n'est point nantais, ça faisait un peu loin. Non, mais je pense que les Nantais lui en voudront pas trop. Alan, avant de se quitter, 2 titres en acoustique ici dans les studios de Sun. C'est toi qui as choisi An Old Friend et Born on the Wrong Day, qui sont les 2 premiers titres de l'album. Je crois qu'il y a un petit truc particulier avec An Old Friend. C'est un titre auquel tu tiens beaucoup. Ouais, c'est... Je pense d'ailleurs que c'est le premier que j'ai écrit pour l'album et qui a été le point de départ et qui est une sorte de bilan, comme on pourrait imaginer un enfant de 10 ans qui rencontre lui-même qui aurait 20 ans de plus et puis ils font un bilan, quoi. Qu'est-ce que t'es devenu? Est-ce que t'as trompé tes idéaux, trompé tes rêves? Ça, c'est assez universel. C'est assez universel. Et on pourrait croire à 2 amis qui s'engueulent ou même à une histoire d'amour. En fait, c'est plutôt quelque chose d'introspectif, mais encore une fois, qui est pas auto-centré, qui, je pense, pourrait parler à tout le monde. Ouais. Merci beaucoup pour cette interview, Alan, et puis à très bientôt, et donc tout de suite en acoustique.